écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews autour des thèmes environnement, culture et droits humains. Si ce podcast vous plaît, merci de soutenir mon travail à partir de 3 € par mois sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode. Depuis une dizaine d'années, la cause animale est au cœur du débat social et pourtant rien ou presque ne change tant dans les pratiques que dans la législation. La condition animale en France comme ailleurs reste synonyme de souffrance, d'exploitation, voire de cruauté délibérée. Comment résoudre notre rapport ambigu à l'animal ? Que nous apprend-il sur nous-mêmes ? Et surtout, comment réconcilier notre société humaine avec ce monde du vivant auquel nous appartenons et dont notre survie dépend ? Au gré de rencontres avec celles et ceux qui côtoient les animaux au quotidien, cette réflexion philosophique, accessible, propose des clés pour comprendre l'histoire qui nous lie aux animaux, sauvages ou domestiques, et des ébauches de solutions pour une vie en harmonie. Cause animale ou causerie animale, parce que le riz est entre parenthèses sur le titre, et c'est un petit traité pour les maltraités. C'est le titre du livre donc d'Audrey Jougla que je reçois aujourd'hui sur So Sweet Planet pour nous en parler. Bonjour Audrey. Bonjour. Tu es professeur de philosophie et auteur de plusieurs livres, passionné d'éthique animale. Tu es investi et engagé depuis plusieurs années pour la cause animale et tu as fondé l'association Animal Testing qui défend les animaux de laboratoire. Tu es l'auteur de Kant, Montaigne et mon chien. Montaigne, Kant et mon publié chien. en Pardon ? Montaigne, Kant et mon chien, dans l'ordre. Ah, je ne l'ai pas dans le bon ordre. D'accord. Montaigne, Kant et mon chien, donc publié en 2022. Lorsque l'on parle de cause animale et de maltraitance animale, on aborde souvent le sujet par un angle. Donc, ça peut être l'élevage intensif, les animaux de spectacle, la chasse. Ces sujets ont été assez présents dans les médias ces dernières années, mais je trouve que ton livre a le mérite de nous offrir une couverture plus large du sujet, d'en donner une vue d'ensemble, de l'aborder par différents angles. Il y a des chiffres, des faits, des enquêtes, mais aussi un questionnement philosophique, puisque tu es professeur de philosophie, un retour historique aussi qui nous permet de retracer l'évolution de notre regard et de la façon dont nous traitons les animaux. Très intéressant. Il contient aussi des interviews et un travail de terrain que tu as mené auprès de différents acteurs. Des pistes d'amélioration sont aussi exposées, étudiées ou proposées. Ce qui frappe, moi ce qui m'a frappé, c'est notre indifférence à la souffrance du monde animal, une souffrance dont nous n'avons bien souvent même pas conscience. Page 37, tu écris « Les dommages laissés par une marée noire sont ainsi chiffrés en raison de son atteinte à l'économie, au tourisme ou au préjudice sanitaire, rarement en termes de souffrance animale ou d'atteinte aux écosystèmes, alors qu'il s'agit là de son premier dommage. Cette question de représentation des intérêts dans la sphère démocratique invite alors à repenser notre façon d'évaluer l'action politique et la voix au chapitre des invisibles politiques qui constituent notre monde. C'est ce que tu souhaitais, avec ce livre, redonner voix au chapitre ? Oui, en fait, ce qui me paraissait intéressant, c'était de montrer justement qu'en fonction des conditions d'exploitation des animaux, on est sur quelque chose de très différent. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose de parler de la souffrance d'un poisson que celle d'un animal de laboratoire, que celle d'un animal sauvage de cirque. Et c'est vrai que souvent, en fait, dans le débat, on parle de cause animale au singulier ou de conditions animales au singulier, alors qu'en fait, c'est des sujets très différents, techniquement très différents. Les enjeux sont pas du tout les mêmes, et on peut pas simplement se contenter de dire il faut défendre les animaux ou il faut arrêter de faire du mal aux animaux, parce que là-dessus, je pense que tout le monde est à peu près d'accord, sauf déviance psychologique, mais sinon, personne veut faire du mal aux animaux volontairement. Et c'est vrai que ça me paraissait important de le rappeler, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de scinder le monde entre des gentils et des méchants, mais il faut sortir un peu de cette dichotomie pour essayer de comprendre qu'en fait, dans chaque chapitre de la cause animale, il y a des enjeux qui sont opposés, des intérêts qui sont opposés, et comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, même sans le vouloir, on maltraite les animaux par notre consommation ou simplement parce qu'on fait partie d'une société qui est organisée comme ça ?
En tout cas, oui, si on veut en sortir, il faut comprendre de manière un peu plus fine les enjeux économiques, les enjeux politiques, et voilà ce qui se joue à chaque fois. Parfois, ça peut être des choses tout à fait différentes, comme des pulsions, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'on aime la corrida? Pourquoi il y a des combats de chiens ou des combats de coqs qui perdurent aujourd'hui? Enfin, c'est quand même des aberrations de souffrance. C'est vraiment de la souffrance pour de la souffrance. Même si voilà, c'est des sujets où on met voilà, les beaux atours de la tradition, etc., c'est quand même rajouter de la souffrance au monde. Et en fait, peut-être que ça répond à des pulsions. Et voilà, tout ça me donnait en fait envie d'en savoir plus et de creuser aussi historiquement la question, en fait, pour essayer de comprendre tous ces Et enjeux. alors justement, en parlant d'historiquement, parce que sur le problème de la place que l'on donne à l'animal et dans l'histoire qu'on lui a donnée, au début, j'étais un petit peu étonnée en rentrant dans ton livre par la place, le nombre de pages qui est relié, cette problématique est reliée à la religion. Après, donc je me disais, mais pourquoi on reste aussi longtemps sur ce sujet, les interviews de prêtres, et je ne comprenais pas, je me disais, qu'est-ce que c'est ce livre? En fait, après, avec tout le contexte dans lequel ça s'inscrit, j'ai mieux compris ce choix et aussi sa raison d'être. Je vais t'en laisser en dire quelques mots si tu veux bien. Et puis aussi parce que dans ta propre histoire, si j'ai bien compris, ce problème de la place que l'on donne à l'animal t'a interpellé très tôt, toi personnellement, au catéchisme. Oui, alors c'est une anecdote qui me paraissait intéressante parce que justement, en effet, les sujets auxquels on s'intéresse bien souvent sont quand même liés à des choses qui nous ont marqués dans la vie un peu plus tôt, un peu plus jeune. Enfin voilà, je pense qu'il n'y a pas de... ça vaut aussi pour les chercheurs. Je pense qu'il n'y a pas de sujet de thèse qui se choisissent au hasard. Enfin, il y a toujours un écho personnel là-dedans. Donc c'est un peu pareil pour les militants ou pour les causes auxquelles on adhère. Je pense qu'il y a toujours une résonance très personnelle. Et c'est vrai que pour ma part, j'avais été assez surprise, très jeune, en grande maternelle, en grande section de maternelle, de cette césure qu'il y avait entre des êtres vivants qui avaient moins de valeur que la nôtre. Et il en était ainsi. En tout cas, c'est comme ça que ça nous était présenté. Bon, alors évidemment, il faut remettre ça dans le contexte des années 80, fin des années 80. Je pense qu'aujourd'hui, on ne présente peut-être pas les choses de la même façon. Mais voilà, fin des années 80, dans le catéchisme, on nous apprenait que, oui, il y avait vraiment une valeur qui était tout à fait différente entre l'homme, qui était à l'image de Dieu, et le reste. Ce reste de la création qui n'avait pas la prétention qu'ont justement les êtres humains. Mais ce qui me paraissait intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, cette culture judéo-chrétienne, elle a façonné nos représentations, et de manière beaucoup plus forte que ce qu'on imagine. C'est-à-dire que c'est pas un débat sur être croyant, pas croyant, être pratiquant, être religieux, pas religieux. C'est simplement que dans notre société occidentale, oui, en fait, la culture judéo-chrétienne, elle a façonné notre regard et on est les héritiers aussi d'une culture qui a interprété en fait la Bible d'une certaine façon. Et cette interprétation, ça me paraissait justement pertinent d'interroger un historien de la condition animale pour comprendre comment est-ce qu'on avait fait dire parfois à des textes bibliques ce qu'ils ne disent pas, c'est-à-dire jamais il est question d'exploitation des animaux. Ça c'est une interprétation, une lecture a posteriori. Mais ça a été cohérent avec une culture qui a aussi été récupérée en philosophie. Et donc il y a évidemment des ponts entre tout ça et on est les héritiers aussi du rationalisme et de cette césure entre des animaux non rationnels et un être humain rationnel. Donc, c'est pas uniquement un sujet religieux, mais c'est en fait l'histoire d'une grande séparation. Et cette séparation a permis une interprétation un petit peu déviante qui justifiait l'exploitation des animaux pour différentes raisons, soit parce qu'ils n'avaient pas d'âme, soit parce qu'ils n'étaient pas comme l'homme à l'image de Dieu, soit parce qu'ils n'avaient pas la raison, soit parce qu'ils n'avaient pas la parole. Enfin voilà, il leur manque toujours quelque chose qui permet de justifier l'exploitation. Oui, et c'est vrai que du coup, en lisant ça, après, j'avais presque une petite frustration, mais évidemment, là, et tu ne pouvais pas tout couvrir, et le livre parle de où tu es, donc en France métropolitaine, parce que peut-être que dans les Outre-mer, on pourrait aussi ajouter quelques nuances, mais
Mais c'est vrai que ça donne envie de connaître dans d'autres régions du monde par rapport à d'autres, justement, religions, croyances, cultures, oui. Comment les animaux sont considérés, puisqu'on sait qu'évidemment, il y a d'autres pays où, comme en Inde avec les vaches sacrées, mais c'est infini les autres représentations et la façon dont on les considère. Et justement, oui, et l'anthropologue Philippe Descola fait ça très bien, c'est-à-dire que lui c'est son travail d'anthropologue de représentation justement comment les cultures lient en fait des représentations du monde qui sont cohérentes, et il faut toujours se rappeler que la nôtre n'est qu'une manière de voir le monde et son agencement par rapport à d'autres possibilités. Et donc, c'est ce que décrit très bien Philippe Descola. Alors, page 39, tu poses la question, jusqu'où considère-t-on les droits des animaux et hiérarchise-t-on ces droits en fonction des espèces? J'ai été très surprise et effarée même de découvrir avec ton livre que les animaux, en fait, ont si peu de droits. Ce manque de droits permet un peu tous les abus de pouvoir, de ce que j'ai compris, que ce soit pour les animaux de laboratoire, le milieu aquatique, les animaux de spectacle, l'élevage intensif. Donc, tout ça, finalement, je le savais, mais j'avais jamais réalisé qu'il y avait si peu de droits pour les défendre. Et tu mentionnes à plusieurs reprises que ce qui leur nuit beaucoup, c'est de ne pas pouvoir parler. Par exemple, tu cites Voltaire, où il dit « Il ne leur manque que la parole. S'ils l'avaient, oserions-nous les tuer et les manger? Oserions-nous commettre ces fratricides? Quel est le barbare qui pourrait faire rôtir un agneau si cet agneau nous conjurait par un discours attendrissant de n'être point à la fois assassin et anthropophage », écrit Voltaire à l'article Viande des questions sur l'encyclopédie en 1770. C'est étonnant, cette analyse qui date d'il y a presque 2 siècles. Oui, et on le voit en plus que c'est toujours extrêmement d'actualité. Il y a une semaine, l'enquête de L214 sur encore un abattoir qui a été fermé justement suite à cette enquête. On entend les propos d'une vétérinaire qui dit très clairement qu'il y a des agneaux qui sont bien mignons et qu'il ne faut pas trop les regarder, justement. Ce qu'on comprend, en fait, ce qui est assez logique, c'est-à-dire que, oui, si on veut pouvoir tuer des animaux, il ne faut pas trop s'y attacher, il ne faut pas trop les regarder, il ne faut pas trop les voir comme des individus, il faut les voir comme de la viande sur pattes, voilà. Donc, en effet, ça paraît tout à fait logique, mais c'est vrai que les propos de cette vétérinaire dans l'enquête de L214 faisaient particulièrement écho à cette citation de Voltaire. Donc les choses ne changent pas, et c'est vrai qu'aujourd'hui dans notre société on a délégué le sale boulot, en fait, si je puis dire de manière un peu familière, à des métiers subalternes, précaires, dans des conditions difficiles, et ce sont ces métiers-là, que ce soit dans les abattoirs ou dans les laboratoires, le travail des animaliers qui sont exposés à la souffrance des animaux justement, ce sont ces métiers-là qui en fait ont la charge émotionnelle de faire en sorte que voilà, on tue les animaux, qu'on les fasse souffrir, etc. Et nous, on ferme les yeux et en fait, ça entretient une maltraitance comme elle est devenue invisible. Ça permet à cette maltraitance de continuer. Alors que si elle était visible, je pense qu'il y aurait quand même beaucoup plus d'honnêteté. C'est-à-dire que je pense que l'honnêteté qu'il y avait à avoir des abattoirs présents en ville, d'entendre les cris, de voir le sang, etc., d'avoir ce rapport en fait à la mort de l'animal, était peut-être beaucoup plus sain que ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on a des barquettes aseptisées au supermarché de jambon ou du poisson pané ou des nuggets de poulet, et ce sont des produits dans lesquels l'animal a complètement disparu en fait. Et ça arrange tout le monde. Donc, en effet, peut-être que voilà, à avoir occulté autant la mort de l'animal et sa souffrance, finalement, on ne rend pas service à la cause. Alors, page 40, tu écris « La finalité est la protection des êtres vivants pour eux-mêmes et non pour notre survie, même si c'est cet argument qui paraîtra le plus audible politiquement. Peut-on seulement cesser de considérer les animaux comme des ressources ? Ce rapport au vivant assez violent, ce rapport d'exploitation, tu le décris longuement à l'aide de nombreux cas. Tu étudies ce qui a pu façonner en France cette logique de domination. Est-ce que tu vois des signes d'évolution encourageants et qu'est-ce qui permettrait, à ton avis, de considérer les animaux et le monde vivant en général différemment ?
Alors, à mon sens, ce qui est primordial, c'est l'éducation des enfants. Ça, je pense que c'est quelque chose, c'est un levier extrêmement puissant, qui commence à être un peu intégré, c'est-à-dire que déjà, on l'a vu sur le programme de spécialité humanité, littérature, philosophie, HLP. Au lycée, il y a un chapitre sur l'homme et l'animal. On le voit maintenant au CP, il y a la considération de l'animal qui est rentrée dans le programme tout à fait récemment, cette rentrée-ci. Donc il y a quand même une pédagogie qui peu à peu en fait s'inscrit dans l'air du temps, qui est que on est dans une société où on prend en considération les animaux de compagnie d'abord, et ensuite les animaux au sens un peu plus large. Et on est dans une société où oui, forcément les gens commencent un peu à s'inquiéter du sort des delphinariums, en tout cas des dauphins présents dans les delphinariums ou des animaux dans les cirques. On n'a plus trop envie de voir ça, et donc c'est un courant global qui est très lent, qui a une certaine inertie, mais on sent quand même qu'il y a une vague qui est tout à fait porteuse de changement de conscience collective. Après, au-delà de ça, il ne faut pas oublier qu'en fait, quand on devient adulte, on perd un peu de cette sensibilité aux animaux. Et c'est ce sur quoi j'insiste aussi dans le livre à plusieurs reprises, sur le fait que quand on est dans le monde de l'enfance, on a une très grande proximité avec les animaux, à tout niveau et dans des domaines très variés. Et cette proximité-là se perd au moment de l'adolescence, sauf pour certains individus où elle va se renforcer, mais sinon globalement elle se perd, elle s'étiole. Et quand on est adulte, on ne fait plus du tout attention aux animaux. Et c'est là où il faut justement travailler. C'est là où... Alors, page 43, tu évoques le fait que les enquêtes menées par des associations de protection animale ont été parfois qualifiées de délation et parfois punies pour cela. Tu écris « Les assimiler à de la délation relève d'un curieux retournement ». Car les enquêtes sont celles-là même qui ont permis au bien-être des animaux d'élevage d'être sérieusement considérés en France, au sein du secteur alimentaire comme de l'opinion publique. Ces enquêtes en caméra cachée ont aussi pallié le manque de contrôle ou de sanctions dans des élevages ou des abattoirs dont les pratiques auraient perduré en l'état sinon. Alors ce retournement, parce que moi aussi ça m'interpelle, ça me fascine et ça me révolte depuis quelque temps. Donc ce retournement, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur ce mot que tu as employé, qui me semble tout à fait adapté. Il faut en fait être du côté de ceux qui s'indignent de ce traitement réservé aux animaux pour le voir comme un retournement. On assiste d'ailleurs à ce même retournement dans plusieurs domaines actuellement. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce retournement ? Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de se rendre compte que les associations qui sont parfois bénévoles ou qui ont parfois peu de moyens, etc., font un travail qui normalement devrait incomber à l'État. Et je reprends encore l'exemple de la dernière enquête de L214. Il y a l'enquête qui sort et dans la semaine, l'abattoir est fermé. Donc oui, il y a peut-être des raisons de communication derrière ça pour montrer qu'il y a une intervention, mais il y a surtout des raisons légales, c'est-à-dire que en fait, ce que met en avant cette association, ce sont des dysfonctionnements et des entorses à la légalité. On n'est pas sur le domaine de la moralité, on n'y arrive pas encore. Donc on est sur la légalité pure, et sur la légalité, on voit bien que ça ne marche pas, que les contrôles sont inopérants. Et en fait, c'est quelque chose qui, moi, me travaille beaucoup, parce qu'il y a un autre domaine qui est celui de la protection de l'enfance, où on retrouve exactement les mêmes dysfonctionnements. C'est-à-dire que les signalements sont le fait de particuliers, de professeurs, du corps enseignant, de médecins parfois, du corps médical, de voisins, etc. Et les contrôles, finalement, sont pareils, sont des contrôles routiniers, préparés, annoncés, ce qui est un non-sens. Ça me paraît un non-sens, des contrôles annoncés. Je veux dire, c'est plus des contrôles. Il faut que ce soit inopiné. C'est la même chose pour les animaux de laboratoire. Et dans certains EHPAD, dans tous ces endroits où il y a des personnes invisibilisées dans la souffrance et qui ont leur vie entre les mains d'autres personnes, en fait. Et c'est là où je pense qu'il y a vraiment quelque chose à améliorer, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir du budget supplémentaire. Pour une fois, c'est pas la demande, c'est simplement de ne pas annoncer les contrôles, ce serait formidable. Et ce serait formidable dans beaucoup de domaines, et que les sanctions aient lieu et soient prises. Et là, c'est encore un autre travail. Mais ça, c'est quelque chose, ça fait partie des dysfonctionnements pour ce qu'on appelle sobrement le bien-être animal, qui s'apparente souvent à une absence de maltraitance volontaire. Mais voilà, c'est ça qu'il faudrait déjà viser, que ce travail-là soit fait par les services
qui sont prévus pour ça. C'est-à-dire que la DDPP est censée faire ça. Donc il y a des services, il y a des gens qui travaillent, qui sont payés par nos impôts, qui sont censés faire ça. Donc faut quand même le rappeler. Mais est-ce qu'ils ne le font pas, ou est-ce qu'ils ne sont pas assez pour couvrir tous les endroits où il faudrait qu'ils soient? Alors souvent c'est pareil un peu pour la problématique de la protection de l'enfance. On dit qu'il n'y a pas assez justement que le ratio personnel lieu à visiter est pas correct. Après justement on pourrait se dire que si on n'annonce pas les contrôles, ceux-ci seront peut-être quand même beaucoup plus efficaces. Et moi je pense qu'il y a peut-être derrière une volonté de ne pas trop embêter ceux qui travaillent et de ne pas trop embêter, en l'occurrence des agriculteurs, des abattoirs, des élevages qui sont déjà sur le fil dans bien des cas. Alors, page 61. D'une œuvre naturelle, l'industrie a fait des déchets ou des reliquats. Que l'on pense au broyage des poussins mâles, cette aberration qui consiste à détruire les poussins nés mâles, car non rentables pour l'industrie, vient seulement d'être interdite au 1er janvier 2023. Je me souviens qu'au début de So Sweet Planet, j'avais fait une interview justement avec l'un des 2 cofondateurs de L214. On avait parlé de cette problématique. Jusqu'à présent, on s'évertuait à donner la mort à des animaux nés en trop au regard de la production et de l'unité de la ressource. Alors que chacun s'attendrit devant un poussin, s'émerveille en regardant une éclosion, le massacre des poussins mâles jetés vivants dans des broyeuses ou encore étouffés dans des sacs poubelles a pourtant été la norme. Alors les veaux, les agneaux, les chevreaux, devant lesquels on s'attendrit tellement sur les réseaux sociaux, eux non plus n'ont pas toujours un sort beaucoup plus enviable, et on a l'impression que nos éleveurs et nos agriculteurs sont enfermés, verrouillés dans un système, je parle du système de production intensive, pas de tous les agriculteurs ni de tous les éleveurs, mais dans ce système-là, un système qui broie du coup autant les animaux que les humains. Tu cites plusieurs initiatives qui essaient de produire différemment. Et ça, c'est assez intéressant. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots pour amener des notes un petit peu positives, même si on va le voir aussi, c'est pas très facile pour eux non plus quand même de s'en sortir. Mais il y a des choses de fait. Oui, l'idée c'était justement de pas montrer uniquement ce qui va pas, mais d'essayer de trouver des solutions. Et c'est pour ça que dans chaque chapitre du livre, j'essaie de donner la parole aussi à des initiatives positives, que ce soit justement pour l'élevage ou pour les parcs animaliers par exemple, ou la pêche. Et c'est vrai que pour l'élevage, en l'occurrence, ça concerne les chèvres et l'élevage laitier des chèvres. Et je voulais prendre cet exemple parce qu'on n'y pense absolument pas, c'est-à-dire que tout le monde a en tête la viande rouge, sanguinolente, etc., ou le bétail, mais on pense beaucoup moins à la vache laitière, qui a pourtant une condition absolument abjecte durant toute sa vie. Et qui finit en viande, c'est-à-dire que ça c'est aussi important de le rappeler. Donc il y a les vaches laitières et il y a aussi l'élevage caprin, c'est-à-dire que les chèvres qui sont utilisées pour les bûches de chèvres que tout le monde consomme, on ne voit absolument pas la souffrance animale qu'il y a derrière. Et ça me paraissait un exemple éloquent, justement. Dans les grands élevages, on le rappelle, parce que moi je vais justement dans une COP bio. Mais ils sont la majorité, c'est-à-dire que voilà, oui, mais c'est la majorité de ce qu'on consomme, c'est-à-dire que je défends, je pense la même chose que toi par rapport à l'élevage intensif, tout ça. Sur je voudrais pas que tout le monde se sente concerné, parce qu'il y a des gens qui essaient vraiment de bien bosser aussi et en respectant les animaux, et c'est cela que tu es allé voir justement. Aussi, c'est-à-dire pas que, mais aussi parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'en effet, il y a des initiatives particulières qui fonctionnent tout à fait avec des cheptels qui sont réduits. En l'occurrence, j'ai donné la parole à 2 éleveurs qui sont sur des cheptels de 17 à 30 chèvres, c'est tout petit. Et aux antipodes, je cite aussi un élevage de 900 chèvres, qui est quand même beaucoup plus représentatif de ce qu'on consomme. C'est-à-dire qu'il faut penser aux bûches de chèvres qu'on trouve notamment dans les supermarchés, mais aussi à tout ce qu'on consomme dans ce qu'on appelle la RHD, c'est-à-dire la restauration hors domicile, ou RHF hors foyer, c'est-à-dire quand on va au restaurant prendre une pizza et qu'il y a du fromage sur la pizza. Il vient d'où ce fromage ? Oui, c'est pas, désolé de vous l'apprendre, mais oui. Je dis vous aux auditeurs, mais c'est pas du bon fromage fait sauf exception, et si c'est exception, ce sera indiqué et ce sera un argument commercial.
et le prix sera pas le même. Mais sinon, voilà, tout ce qu'on va consommer hors domicile, c'est pas que les courses au supermarché, et voilà, et c'est la cantine, c'est la restauration d'entreprise, c'est les restaurants. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on ne sait plus du tout d'où viennent les produits, et ça, c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a des petites initiatives qui sont tout à fait, voilà, sur de la lactation longue sur les chèvres, comme je l'explique, qui évitent au maximum aussi la mort des chevreaux, qui vont essayer même de les faire adopter. Enfin voilà, mais on est sur des initiatives qui vont être vraiment dans du circuit très court, de la commercialisation avec des AMAP, etc. Et c'est vrai qu'on voit aussi les limites, c'est-à-dire qu'on ne peut pas manger du fromage de chèvre avec une consommation énorme si on n'a plus d'intensif, quoi. Alors, par rapport à ce qui vient de nos océans, page 85, tu écris « Ce que l'on encadre ou ce qu'on labellise ne permet en réalité que d'entretenir la pêche et l'exploitation des ressources halieutiques. Ce qui est en jeu est la persistance possible du modèle actuel dont les animaux sont totalement absents. Aujourd'hui, la définition de pêche durable la plus largement utilisée au niveau mondial, par exemple en Europe, dans le cadre de la politique commune de la pêche, est celle de rendement maximum durable, ce qui n'est malheureusement pas une bonne nouvelle. Donc tu es assez critique avec les labels par rapport à la pêche. Par rapport à la pêche, oui, 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 tout à fait. Et c'est quelque chose qu'on connaît assez peu, c'est-à-dire que, en général, vous pouvez faire l'essai autour de vous, demander aux gens ce qu'ils connaissent des labels, ce qu'ils savent identifier. En fait, même moi, voilà, je me fais avoir, c'est-à-dire que si je regarde sur une boîte, avant d'écrire ce chapitre et de me plonger vraiment dans ce sujet-là que je connaissais finalement de manière assez lointaine, en effet, le label MSC me paraissait tout à fait digne de confiance. Et en fait, on se fait avoir parce que voilà, c'est des labels qui ont le mérite d'exister, mais quand on voit que le chalut en eau profonde est autorisé parmi, enfin voilà, quand on voit que finalement, c'est dramatique pour les poissons, pour les prises accidentelles qui existent, donc c'est pas une garantie. Et finalement, la seule garantie, c'est un peu le parallèle avec les chèvres, c'est d'aller encourager la pêche côtière de proximité avec, justement, je cite l'association des ligneurs de Bretagne, c'est des pêcheurs à la ligne, en fait, en mer. Et ça, oui, ça, c'est quand même beaucoup plus sain pour la biodiversité et pour l'économie locale aussi. Donc, il y a aussi cet enjeu de l'économie. Et surtout, ils mettent en avant le problème des quotas qui leur sont imposés. Et justement, ils ne sont pas très aidés, en fait. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans une situation où ils ne sont pas très aidés dans leur métier. Et ça, c'est quand même aberrant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va encore favoriser une pêche qui est une grosse consommatrice de carburant, avec des gros bateaux. Et on va aussi favoriser une pêche qui n'est pas très écologique, on va dire, pour les ressources marines. Et là, encore une fois, on parle des animaux comme ressources. Mais c'est peut-être ça qui permet aux gens de rendre ce problème-là audible. C'est-à-dire que la souffrance des poissons, ça concerne personne. Enfin voilà, personne n'est sensible à ça. Et donc, peut-être qu'il faut parler de ressources marines, d'écologie pour sensibiliser, ou de santé, comme le fait l'association Bloom, qui justement dénonce le mercure, notamment pour expliquer, voilà, avoir susciter un intérêt chez l'éditeur. Que j'avais reçu aussi sur So Sweet Planet. Peut-être quelques mots pour terminer. On est un petit peu pressé par le temps. Donc, tu as créé une association. J'aimerais bien que tu nous en parles quand même, parce que je suis allée voir le site. J'ai vu que l'association était très active et qu'elle avait des beaux résultats. Donc, c'est aussi intéressant peut-être d'en parler. Pour inviter nos auditrices et auditeurs, je vais mettre le lien dans le descriptif du podcast pour qu'ils puissent aller voir un petit peu plus ce que tu fais avec cette association, et si tu veux nous en dire quelques mots. Oui, bien sûr. Animal Testing, c'est une association que j'ai créée en 2016 pour faire un peu le travail que fait L214, mais sur les animaux de laboratoire. L'idée, c'était justement de pallier le manque de contrôle et le manque d'enquête qu'on a sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet, la vivisection, ce qu'on appelle ensuite l'expérimentation animale, qui est un peu tombé en désuétude au fil des années. Et c'est vrai que voilà, les animaux de laboratoire,
pour moi, c'est les animaux les plus difficiles à défendre parce qu'on les voit jamais. Alors que des animaux d'élevage, de cirque, tout ça, on peut en croiser, mais des animaux de laboratoire, personne n'en verra jamais dans sa vie, à moins de travailler dans ce domaine-là. Et en plus de ça, c'est un sujet qui est très complexe. C'est-à-dire que c'est très compliqué de l'appréhender intellectuellement parce qu'on ne se sent pas compétent, on ne se sent pas légitime, on a l'impression qu'on n'a pas les connaissances techniques qui vont nous permettre d'argumenter sérieusement sur ce sujet. Et donc, cette association, elle permet, en tout cas, donc on est tous bénévoles, mais on essaie de mener à bien des enquêtes dans des domaines très différents, comme le transport des animaux de laboratoire, ou des pratiques qu'on ne connaît pas. Cette année, on a sorti une enquête sur les repas de sang, c'est-à-dire qu'on utilise des animaux pour que les moustiques ou tout ce qui est insectes qu'on appelle hématophages, les poux, les tiques, etc., se nourrissent de sang. Et donc, on utilise des animaux pour ça. Enfin, voilà. C'est des pratiques qu'on ne connaît pas. Et donc, on essaie de documenter aussi ce qui se fait aujourd'hui en France et de proposer des solutions. C'est-à-dire que le but, là encore, c'est de proposer aux législateurs des leviers d'amélioration et des solutions sur des points qu'on identifie comme permettant une amélioration conséquente. Donc, on a vocation à dénoncer, à alerter, mais aussi à proposer des solutions. C'est très important. Donc, un résultat peut-être pour terminer dont tu pourrais être particulièrement fière ? Pour les animaux de laboratoire, c'est très lent, mais c'est vrai qu'on a soutenu il y a 2 ans l'initiative citoyenne européenne qui s'appelait Safe Cruelty Free, qui demandait à la Commission européenne d'examiner justement des feuilles de route et de donner en fait des feuilles de route avec un calendrier précis pour sortir de l'expérimentation animale. Et on a soutenu ça avec d'autres associations et ça a eu le mérite d'aboutir. Et donc, c'est pas rien parce que c'est la 9e ICE, donc Initiative citoyenne européenne, qui aboutit. Et c'est la 2e sur l'expérimentation animale. Donc, ça montre aussi une forte mobilisation citoyenne et ça permet justement ensuite aux instances politiques européennes d'avoir en tête et de produire des feuilles de route concrètement qui vont encourager les méthodes sans animaux ou qui vont favoriser la formation des chercheurs pour sortir du tout animal dans l'expérimentation. D'accord. Donc à ce moment-là, les personnes qui souhaitent soutenir, c'est sous forme de pétition, c'est sous forme de... Alors, quand il y a une initiative citoyenne européenne, oui, c'est sous la forme de pétition officielle, c'est-à-dire que nous, on n'encourage absolument pas, comme j'en parlais dans le livre Animal Testing, qui est un livre vraiment dédié à ça, on ne fomente pas les pétitions en ligne qui surgissent dans tous les sens et qui servent surtout à récupérer des données plus qu'autre chose. Non, nous, on encourage les pétitions officielles, soit de l'Europe, soit du Sénat. En tout cas, voilà, si on veut que ça ait un impact, c'est ces pétitions-là qu'il faut signer. Et sinon, voilà, évidemment, nous aider par un petit don pour qu'on puisse défrayer nos bénévoles et acheter du matériel et être présent voilà, sur cette association Animal Testing. Et évidemment, partager les enquêtes. C'est ça le meilleur moyen d'informer le grand public. Alors, pour le livre, c'est Causeries animales, petit traité pour les maltraités, Audrey Jougla, chez Delachaux et Nestlé. Je vais mettre le lien dans le descriptif aussi pour pouvoir acquérir le livre sur le site des libraires indépendants. Et puis, je te souhaite une bonne continuation, Merci. Audrey, pour Merci tout ce beaucoup. superbe travail. Merci de m'avoir lu. Que nous allons relayer. Oui, j'ai lu attentivement et j'ai trouvé ça très intéressant. Et même si on a quelquefois, on se dit encore des choses négatives, encore de la souffrance, encore on n'en peut plus. Et en fait, non, là, il y a aussi plein d'axes vraiment intéressants, notamment les approches philosophiques et qu'est-ce qui sous-tend aussi le fait qu'on puisse cautionner certaines pratiques, y compris dans le divertissement. C'est vraiment... intéressant. Et tes enquêtes, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais tes enquêtes, tes interviews que tu es allé faire sur le terrain en rencontrant des éleveurs, tout ça, l'ensemble est vraiment chouette. Voilà. Merci. Merci à toi et bonne Merci continuation. beaucoup. Merci, bonne journée. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de me mettre une bonne note sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de me laisser un petit commentaire. Ça, vous pouvez aussi le faire sur Spotify maintenant. So Sweet Planet, c'est un site et un podcast indépendant. Merci donc de soutenir mon travail à partir de 3 € par mois sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode.